Le conservatisme, un peu comme tous les mots qui terminent par isme, ça permet de regrouper des théories qui sont parfois divergentes et des auteurs différents, mais qui partagent des thèses ou des manières de penser communes. Ce qui est commun pour le conservatisme, on l'aura deviné, c'est l'idée de conservation. De conservation précisément d'un ordre social et politique qui repose sur des valeurs traditionnelles et contre des volontés de changement et d'émancipation. En ce sens, le conservatisme s'oppose au progressisme et on va donc avoir tendance à le classer comme une pensée de droite. Pour ce nouvel épisode de Politicon, on va donc aller faire un tour du côté de la pensée conservatrice, en remontant à ses origines contre-révolutionnaires. On va s'intéresser à Burke, Bonald ou encore De Maistre, mais aussi à des conservateurs plus contemporains tels que Michael Oakeshott ou encore Russell Kirk. Avant la Révolution française, on pourrait presque dire que la pensée conservatrice était la pensée dominante sans le savoir. Évidemment, on ne l'a jamais appelée ainsi avant qu'elle vienne s'affirmer en tant que telle, contre les idéaux de la Révolution et pour défendre ceux de l'Ancien Régime. En ce sens, le conservatisme apparaît réellement comme une doctrine politique à part entière avec la Révolution française, et ce, en tant que doctrine contre-révolutionnaire. Le conservatisme s'oppose, il vient en réaction à quelque chose. Il s'oppose au changement et au progrès. Le conservatisme contre-révolutionnaire est ainsi réactionnaire. Il est comme un traditionnalisme devenu conscient, selon l'expression de Karl Mannheim. Il s'oppose en termes politiques à la fois au républicanisme, au libéralisme et plus tard au socialisme. Que ce soit chez Burke, Bonald ou De Maistre, on retrouve un même rejet du contractualisme comme doctrine et comme méthode politique, permettant de penser le fondement et la légitimité du pouvoir politique. Le conservatisme défend un naturalisme social, selon lequel les êtres humains forment naturellement des communautés distinctes et essentialisées. Le fondement du pouvoir politique dans le conservatisme repose sur la tradition et la lente marche de l'histoire qu'il ne faut pas brusquer. Le conservatisme s'oppose ainsi au principe des Lumières, et à la confiance jugée trop importante accordée à la raison. Il va aussi à l'encontre de l'individualisme et aux droits de l'homme considérés comme trop abstraits et désincarnés. Il est par principe anti-moderne, si l'on définit la modernité par une pleine confiance accordée à la raison et au progrès. Et contrairement à la modernité, il fait toujours prévaloir la communauté par rapport à l'individu. On va donc aller voir maintenant les premiers auteurs conservateurs et contre-révolutionnaires, en retenant quelques-uns de leurs aspects les plus marquants. Le premier écrit contre-révolutionnaire qui a marqué la pensée conservatrice est les réflexions sur la Révolution de France de l'Irlandais Edmund Burke, et qui paraît dès 1790. Burke appartient au courant Whig, qui dans la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle réfère à une doctrine d'inspiration plutôt libérale et qui soutient un parlementarisme fort et un pouvoir royal faible, au contraire du courant Tory. On pourrait alors penser que Burke soit un défenseur de la Révolution française, qui en 1790 n'a pas encore aboli la monarchie. Il n'en est rien. Pour Burke, et dans un argumentaire pas très éloigné d'un Davidium qui s'opposait au contractualisme, l'histoire ne doit pas être provoquée. Il faut lui laisser le temps de suivre son patient et lent cheminement. Pour Burke, les droits de l'homme, s'ils sont vrais métaphysiquement, sont faux moralement et politiquement. Cela signifie qu'on ne peut pas déclarer, par la seule raison, et si soudainement, des droits abstraits valant pour tous. Les droits doivent s'acquérir de manière concrète, sans bouleverser l'ordre moral, social et politique. C'est ainsi que, selon lui, on peut opposer la dite glorieuse Révolution anglaise de 1688 à celle qui a lieu un siècle plus tard en France. La Révolution anglaise ne remettait pas en cause la monarchie, et surtout elle préservait le mode de désignation du souverain fondé sur la succession héréditaire. Pour Burke, la Révolution anglaise est juste en ce qu'elle permet de donner des droits aux Anglais tout en conservant la succession des souverains. Elle n'a pas invoqué de droits abstraits, elle s'en est tenue à sauvegarder les libertés anciennes. Elle n'a pas tant donné des droits qu'elle les a rappelés. Là est le point central de la critique de Burke. Les droits ne doivent pas être défendus métaphysiquement, abstraitement, mais ils doivent émerger de l'histoire et des traditions séculaires. Il oppose ainsi les droits de l'homme illégitimes aux justes droits des Anglais. Les droits doivent être pensés comme des héritages concrets et consistants, non comme des principes universels valant pour tout temps. Cet héritage prend place dans ce que Burke appelle
sans aspect péjoratif, des préjugés, des sortes de maximes morales et sociales qui découlent des coutumes et des traditions et qui seules peuvent être véritablement légitimes pour penser l'ordre politique. Les préjugés s'opposent alors à une raison arrogante, qui croirait seule savoir ce qu'il est bon de faire. La raison, pour Burke, est incapable de tout savoir et est profondément limitée. C'est pourquoi il faut laisser faire le temps. Burke écrit ainsi, je cite, « que le peuple d'Angleterre sait bien que l'idée d'héritage fournit un principe sûr de conservation et un principe sûr de transmission, sans exclure le moins du monde un principe d'amélioration. Elle laisse la liberté d'acquérir, mais elle maintient ce qui est acquis. » Le conservatisme de Burke n'est donc pas absolu. Il s'oppose seulement aux changements brusques provoqués par les idéaux des êtres humains. Il faut laisser faire, selon lui, l'ordre naturel, social et politique, en laissant faire le temps long, en laissant ce temps se développer patiemment. Si Burke ne convoque pas vraiment la religion dans sa défense de son conservatisme, il n'en est pas de même pour Joseph de Maistre, qui, dans ses Considérations sur la France, paru en 1797, traite de la providence comme ce qui assure l'harmonie naturelle de la société. Pour Maistre, c'est la providence qui agit à travers le destin des hommes. C'est donc la marche de l'histoire et la providence divine qui produit les événements de la Révolution française pour assainir la société de l'Ancien Régime. Les actions des hommes sont en quelque sorte accordées par Dieu, et croyant savoir ce qu'ils font, ils produisent en fait eux-mêmes les conditions de leur châtiment. Maistre donne, pour le dire un peu vite, une teinte religieuse aux arguments déjà avancés par Burke. Un pouvoir politique juste hérite toujours du précédent. Les droits ne doivent être que concédés par le souverain, et non pas proclamés de nulle part. Ils doivent prendre toujours leur source dans les traditions et les coutumes. Chaque loi ou constitution doit être adaptée à un peuple particulier qui hérite de ses habitudes séculaires. C'est pourquoi il écrit cette fameuse phrase à propos de la Constitution de l'an 3. La Constitution de 1795, tout comme ses aînés, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir jamais rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Quand Burke, mais de manière plus radicale et intransigeante, Maistre rejette l'abstraction de l'universalisme révolutionnaire pour défendre un particularisme traditionnaliste. Il s'agit alors pour lui, et la Révolution jugée comme satanique, d'attendre que la Providence restaure la monarchie régénérée par la Providence divine. Avec une même verve religieuse, Louis de Bonald rejette en bloc la modernité révolutionnaire et tout ce qui l'accompagne. Son originalité tient dans la place qu'il accorde au langage comme don de Dieu aux hommes et qui témoigne de la transcendance divine. La pensée vient après le langage pour Bonald. Elle ne peut innover par rapport à lui et doit s'y soumettre. Le langage étant d'essence divine, il ne peut y avoir qu'une soumission par rapport à Dieu. Bonald écrit, je cite, « Une fois révélées à l'homme, par la parole, les lois sont fixées par l'écriture, par les nations, et elles deviennent ainsi une règle universelle, publique et invariable, extérieure, une loi qu'en aucun temps, aucun lieu, personne ne peut ignorer, oublier, dissimuler, altérer. » Pour Bonald, l'autorité divine est le modèle de l'autorité politique, mais aussi familiale. Le seul pouvoir politique légitime est celui donc qui est fondé sur l'autorité d'un chef unique, un roi ou un père, et qui cède de ministres, les nobles ou le clergé, ou dans la famille, la mère, pour diriger des sujets ou des enfants. Tout pouvoir, toute autorité doit donc être organisé sur cette structure théocratique dans laquelle on doit toujours retrouver les mêmes trois éléments hiérarchiquement et inégalement situés. La démocratie est ainsi une infamie comparable à l'athéisme en ce qu'elle nie le caractère absolu du pouvoir divin. Le conservatisme, ou plutôt les conservatismes, ont évolué de manière bien différente selon les pays. En France, c'est un versant traditionnaliste et monarchiste qui a perduré pour aboutir notamment au nationalisme réactionnaire et antilibéral d'un Charles Maurras.
Sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du labo de la légiste, que vous pouvez retrouver en description, et qui va apparaître aussi quelque part par là. Au Royaume-Uni, l'affiliation intellectuelle de Burke a rendu le conservatisme anglo-saxon plus en accord avec le libéralisme, tout en rejetant les changements produits par la révolution industrielle. L'essor des idéologies concurrentes ont rendu au XXe siècle le conservatisme politique moins présent. Toutefois, quelques penseurs ont cherché à le faire perdurer, notamment Russell Kirk aux États-Unis ou encore Michael Oakeshott au Royaume-Uni. C'est surtout le conservatisme presque modéré de Burke, par rapport à celui de Maistre ou de Bonald, qui a eu une grande influence sur les auteurs conservateurs du XIXe et du XXe siècle, et surtout aux États-Unis. Russell Kirk, dans son livre The Conservative Mind, paru en 1954, voit ainsi en Burke le premier auteur véritablement conservateur. Pour résumer l'ensemble, dans l'introduction de son livre, Kirk établit une liste de 6 canons de la pensée conservatrice. Premier canon. La croyance en un ordre transcendant, qui d'une réalité supérieure organise le monde des hommes et pour laquelle les problèmes politiques sont en réalité des problèmes moraux ou religieux. Deuxième canon. Une affection pour les mystères de l'existence humaine et qui s'oppose au rationalisme, de l'égalitarisme ou de l'utilitarisme. Troisième canon. La conviction qu'une société civilisée requiert des hiérarchies d'ordre et de classe. Quatrième canon. L'idée que la liberté et la propriété sont intrinsèquement liées. Cinquième canon. Les coutumes et les vieilles prescriptions sont préférables à tous les innovateurs qui veulent reconstruire la société en se fondant sur des principes abstraits. Sixième canon. La croyance en la prudence et que tout changement doit prolonger la tradition. Ce credo conservateur se retrouve quelque peu chez un autre auteur influent du conservatisme au XXe siècle, l'anglais Michael Oakeshott. Dans un livre intitulé Du conservatisme, qui est le texte d'une conférence donnée en 1956, Oakeshott en vient à défendre une sorte de libéralisme politique, selon lequel l'État doit modestement régir l'exercice des opinions et activités de chacun à partir d'un argumentaire, par contre, typiquement conservateur. Cet argumentaire repose sur l'idée que le conservatisme n'est pas une doctrine politique parfaitement nette, mais qu'il est plutôt le reflet d'une disposition à souhaiter conserver ce qui nous est familier, ce qui a pour nous fait ses preuves. Le conservatisme est ainsi pour Oakeshott une disposition à la prudence envers la rationalité stricte et le progrès, ainsi qu'à une méfiance envers toute innovation qui voudrait brutalement changer la société. En quelque sorte, le conservatisme d'Oakeshott n'est pas réellement un retour vers le passé, comme on pourrait le concevoir en le pensant comme un traditionnalisme strict, mais plutôt un retour continuel vers le présent qu'influencerait la force de l'habitude et une prudence toute proverbiale. Le conservatisme oppose ainsi, dans une perspective toute burkienne, la pratique coutumière qui permet de pallier aux imperfections humaines contre une raison qui serait toute puissante. Oakeshott prend la métaphore développée par Neurath en épistémologie pour décrire la politique conservatrice. Tout se passe comme si l'homme se trouvait sur un bateau, qu'il reconstruit sans cesse, tout en naviguant, et ce, en utilisant toujours les mêmes planches de bois. En prolongeant la métaphore, on peut dire que ce bateau ne peut jamais se diriger vers une terre quelconque, qui représenterait un idéal politique, et qu'on doit toujours penser à le réparer en poursuivant sa route vers un cap incertain. Derrière cette métaphore inspirée, on retrouve la rhétorique conservatrice du changement trop brutal à éviter et qui peut servir d'édifice argumentaire facilement mobilisable pour contrer le progrès social qui peut améliorer la condition des personnes les plus défavorisées ou dominées. Le conservatisme, c'est en quelque sorte la volonté tenace de préserver le statu quo qui profite à un certain ensemble de la société. La disposition à conserver ce qui pour nous est familier peut se traduire et se transformer dans les faits dans une disposition à conserver ce qui assure pour nous l'aisance d'une vie sans domination et la peur que l'élargissement de l'égalité de cette aisance nous soit trop dommageable. On aura l'occasion de voir comment se construit l'argumentaire conservateur dans un futur d'édicto, avec le livre de l'historien et économiste Albert Hirschman, 2 siècles de rhétorique réactionnaire. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre les pouces bleus qui vont bien, les commentaires cool et constructifs, à me faire un don sur Tipeee ou Utip si ça vous dit. Le mois prochain, ce sera une nouvelle revue de livres. D'ici là, conservez-vous bien.